Bonjour à tous. J'ai rarement fait un premier enseignement ou une première parole avec des spots dans les yeux qui fait que je ne vous vois absolument pas. Ça me rappelle une partie du sketch de Gad Elmaleh, éclairer le public, et tout d'un coup il dit non, arrêtez d'éclairer le public, surtout ça va être troublant. Donc peut-être que c'est mieux comme ça, de ne pas voir exactement qui j'ai devant moi. Donc je suis le père Benoît Guédas, je suis un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, du diocèse de Paris, envoyé en mission ici à Paray-le-Monial pour le sanctuaire depuis 5 ans. Moi, j'ai une famille qui n'est pas très chrétienne, donc pour comprendre, ils ont compris, ah oui, c'est comme le transfert de Pogba, on pourrait dire, c'est comme le transfert de Neymar, sauf que le transfert a marché, je n'ai rien gagné, et je ne sais pas si le diocèse de Paris a gagné quelque chose, et si le diocèse de Tain aussi gagne quelque chose à ma présence ici. En tout cas, voilà, donc c'est un transfert pour quelques années, et donc depuis 5 ans, j'ai la joie d'accueillir les pèlerins. Notre mission, elle est assez différente des missions paroissiales, elle est comme pour vous, accueillir des gens qui viennent entre 20 minutes et 5 jours, et voilà, leur donner l'occasion de se reposer sur le cœur de Jésus, de replonger dans le sens même de leur foi, ou pour certains de chercher, de découvrir la foi, et puis de les ramener chez eux. Et ma mission aujourd'hui sera aussi de vous ramener chez vous, reboosté j'espère, et plein de la présence du Seigneur. Alors, j'ai 10 minutes serrées pour vous parler. Donc, le sanctuaire, vous voyez, donc, vous avez le centre du pèlerinage ici qui se construit, qui n'est pas encore terminé. Si vous avez profité un peu du parc, vous voyez, il y a encore du travail. Et on avance pas à pas dans cette restauration du parc. Mais ce lieu, c'est quand même un lieu fort. C'est un des lieux des apparitions du Christ. Ça n'a pas la même notoriété que Lourdes, sûrement. Et pourtant, ce n'est pas la mère du patron qui est apparue, c'est Jésus lui-même. Et c'est étonnant que, alors que Jésus apparaisse, il y a moins de rayonnement. Jésus ici n'a pas demandé de construire de basilique, il y en avait déjà une qui est magnifique. Mais au fond, l'expérience n'est pas du tout la même qu'à Lourdes. Donc Paray-le-Monial, d'une certaine manière, c'est un des 2 lieux dans le monde où le Christ est apparu à une religieuse, ici à Marguerite-Marie, l'autre endroit c'est à Faustine au XIXe siècle, et où il va révéler son cœur, et en révélant son cœur, il va demander à Marguerite-Marie une nouvelle fête dans l'Église. Et voilà, il n'y a que 2 moments comme ça, la fête du Sacré-Cœur et la fête de la Miséricorde. Donc c'est un lieu assez unique, et il arrive assez fréquemment qu'on voit des pèlerins qui viennent d'Afrique ou ailleurs, dans les tours opérateurs, ou même individuellement, qui disent « Tiens, j'ai un colloque à Marseille, et avant j'ai pris une journée pour venir à Paray, parce que le cœur de Jésus, pour moi, c'est important. » Et voilà. Alors peut-être qu'en France, l'image du Sacré-Cœur a un peu changé, marquée par un 19e siècle aussi. Peut-être que vous avez une image du Sacré-Cœur un peu doloriste, un peu vieille pierre comme notre dôme. Et moi, l'enjeu de ce temps, c'est de vous montrer aussi que le Sacré-Cœur, c'est un feu. Alors pour vous parler, je me suis posé la question, est-ce que Marguerite-Marie est une bonne communicante? Alors d'après le Père Péché, on peut utiliser quand même son nom, Marguerite-Marie Alacoque, pour pouvoir tirer un modèle de communication. Je pense que notre chargé de com va s'en servir. On pourrait dire qu'effectivement, est-ce que Marguerite-Marie est une communicante? Il y a quelques limites. Alors son nom, Marguerite-Marie Alacoque, c'est pas facile. C'est une charolaise. Bon, une charolaise aujourd'hui, quand vous communiquez en disant Marguerite-Marie, c'est une charolaise, eh bien, il faut peut-être utiliser un autre mode, voyez. Parce que effectivement, en même temps, la charolaise, c'est intéressant parce que extérieurement, c'est un peu aride. Quand vous rentrez dans le champ à côté d'une charolaise, il vaut mieux pas y rester trop longtemps. J'ai essayé, j'ai couru. Et en même temps, quand vous l'avez dans votre assiette et vous commencez à la goûter, vous dites, en fait, c'est plus subtil que ça en a l'air. C'est fin, il y a du goût et tout ça. Voilà. En fait, Marguerite-Marie, c'est peut-être un peu ça. Voyez, c'est un peu ces éléments de limite. Alors, on pourrait dire aussi, c'est une sœur cloîtrée. Pour communiquer, s'enfermer dans un monastère, c'est pas facile. Vous voyez, elle n'a pas de moyens de communication, elle n'a pas Internet, elle n'a pas de médias. Elle vit au XVIIe siècle. Et Jésus va lui demander de mettre en place dans l'Église une fête pour le monde entier. On pourrait dire qu'il y a quand même quelques limites. Alors je ne sais pas dans vos missions comment vous êtes, si vous sentez que vous avez tous les moyens du monde. Marguerite-Marie n'a pas eu beaucoup de moyens, et pourtant on pourra dire après qu'elle a bien réussi sa mission. 3e élément, et c'est peut-être l'obstacle le plus majeur pour dire qu'elle est un peu limitée dans sa vocation de communicante, c'est qu'elle n'en a absolument pas envie. Elle rentre au monastère pour être cachée. Je ne sais pas si vous êtes rentrés dans vos évêchés ou dans vos missions pour être cachés. Peut-être certains religieux, religieuses parmi vous, vous vouliez être cachés, et on vous demande d'être chargé de la com. C'est un peu compliqué. Et alors c'est assez marrant parce que dans la vie de Marguerite-Marie, plein de fois, elle s'oppose même à Jésus. Par exemple, quand Jésus lui apparaît, elle dit même au Seigneur, « Seigneur, arrête de venir me voir. » Parce que d'abord, dans mon monastère, c'est pas bien vu les gens qui ont des grâces mystiques, et je risque de me faire virer. Et clairement, les sœurs lui ont dit, si tu continues comme ça,
Tu ne seras pas ta vie ici. Donc, vous voyez, donc peut-être que c'est un premier obstacle. Vous voyez, mais même ensuite, quand Jésus lui demande de répandre, par exemple, à un moment, il va dire à sœur Marguerite Marie, j'aimerais que tu reprennes tes sœurs sur la charité entre elles. Et alors Marguerite Marie trouve tout le stratagème pour ne pas le faire, jusqu'à aller dire, ah mais Jésus, tu comprends, au nom de l'obéissance, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas communiquer là-dessus parce que c'est pas possible. Vous voyez. Alors le Seigneur trouvera la force. Et peut-être qu'au fond, toutes ces limites de Marguerite Marie comme communicante sont une grâce. Et c'est peut-être pour cela, et c'est sûrement pour cela, et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus a choisi Marguerite Marie, puisqu'il lui dit même, ton indignité, tes pauvretés, c'est pour ça que je t'ai choisi. Pour que tout le monde reconnaisse que ce n'est pas toi, c'est moi qui suis à l'œuvre dans cette mission. Alors effectivement, Marguerite Marie, elle peut avoir les obstacles d'une bonne communicante, et pourtant c'en est une très bonne. Aujourd'hui, la fête du Sacré-Cœur est célébrée dans l'Église entière. Dans toutes les églises, vous avez des statues du Sacré-Cœur. Voyez, et voilà, ce rayonnement de l'amour du cœur de Jésus a renouvelé beaucoup de siècles. Si vous regardez toutes les communautés qui se sont attachées au cœur de Jésus, eh bien, on peut dire mission réussie. Alors c'est vrai que dans la mission de Marguerite Marie, il y a une limite, il y a une limite de vocabulaire. On est un langage du XVIIe siècle et il faut prendre le temps de le décrypter. Jésus d'ailleurs s'est adapté à son temps. Mais vous ne parlez plus comme au XVIIe siècle, vous êtes au XXIe siècle, et il y a beaucoup d'expressions. Je ne sais pas si vous maîtrisez l'imparfait du subjonctif, mais Marguerite Marie le maîtrise très bien. Et alors ça peut être intéressant pour vos enfants, s'ils veulent vous faire encore un peu de travail de conjugaison, prenez les textes de Marguerite Marie. Mais sinon, on peut aussi les décrypter. Alors, mais derrière cette figure de Marguerite Marie, il y a quand même un message clair de Jésus. Jésus dit « Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Je t'aime passionnément. » Voilà, c'est ça le message de Marguerite Marie, dans un monde marqué par le jansénisme, marqué aussi par des épreuves. Je t'aime passionnément, je te constitue héritière de mon cœur, je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. Et voilà sûrement une parole pour vous les communicants. Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. Alors vous, peut-être comme Marguerite Marie, vous présenterez toutes vos objections ou toutes vos difficultés, et pourtant, eh bien, le Seigneur vous donnera cette parole. Alors Marguerite Marie, peut-être un autre élément de ce message et que nous touchons ici à Paray-le-Monial, c'est que cette expérience, ce jeu, je veux que je te constitue héritière de mon cœur, enfin cette parole adressée à Marguerite Marie, moi j'en fais le constat depuis 5 ans et puis je pourrais même dire depuis 30 ans puisque je suis venu à 15 ans ici et j'ai vécu cette expérience du cœur de Jésus. Au fond, beaucoup de pèlerins, beaucoup de personnes qui viennent à Paray vivent cette grâce de paix, découvrent cet amour du Seigneur, même s'ils sont chrétiens depuis tout le temps, comme Marguerite Marie, qui était déjà religieuse et qui à un moment va faire cette expérience de l'amour de Dieu pour elle. Et cette expérience continue aujourd'hui. Nombreux pèlerins viennent et vivent cette expérience-là, et je vous souhaite de vivre cette expérience de repos. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai. De repos, et puis aussi cette conscience d'être appelé à aimer dans le monde comme Jésus aime. Alors cet après-midi à 15h, j'aurai l'occasion d'approfondir avec vous le message et j'essaierai de vous montrer aussi comment cette parole s'applique pour vous. Ce n'est pas seulement un message du 17e, ce n'est pas seulement pour Marguerite Marie, mais que c'est pour chacun d'entre nous, ce message de Paray. Alors Marguerite Marie a su s'entourer pour vivre cette mission. Comme je vous disais, elle était cloîtrée. D'abord, elle en a été témoin elle-même dans sa vie. Je peux donner un petit exemple. Quand elle a été responsable des novices, les anciennes sœurs qui étaient déjà engagées ont été voir leur supérieur en disant « On peut refaire notre noviciat parce qu'on aimerait bien être enseigné par Marguerite Marie. » Voilà, quel rayonnement de cette femme qui, dans sa manière d'être, donne envie à d'autres de dire « Tiens, je vais me former. » Deuxième élément, vous l'avez vu pour ceux qui étaient à la chapelle de la Colombière ce matin, Marguerite Marie a été entourée aussi par Claude la Colombière, un autre saint, un prêtre jésuite, et Jésus va confier aussi cette mission aux jésuites. Donc une sœur de la Visitation, des jésuites. Cette mission est continue aujourd'hui. Nous, au sanctuaire, il y a les chapelains, il y a toute l'équipe du sanctuaire. On travaille avec la paroisse qui est autour de la basilique, on travaille avec les sœurs de la Visitation qui sont au monastère, on travaille avec les jésuites. Vous voyez, cette complémentarité, ces différentes aussi grâces, cette manière de vivre, de recevoir la foi, de la vivre. Et puis, elle va aussi avancer dans cette correspondance. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de webmaster à son époque. Vous voyez, et Jésus va lui demander de répandre une image de son cœur. Alors, quand vous allez regarder l'image, vous dites, c'est pas comme hier soir quand j'étais au Relais de Paris, où j'ai vu au milieu de Vogue Homme, Jésus. Vous voyez, pas mal, je ne sais pas si vous l'avez. Alors, je ne vous le donnerai pas à chacun, mais voilà, ce n'est pas la même communication. Et pourtant, derrière cette image toute simple, on n'a pas tous les mêmes moyens. Et c'est intéressant d'entendre que Marguerite Marie, quand on voyait son petit dessin dessiné avec un cœur, avec une grande plaie dedans, elle était saisie dans ses entrailles.
Et toute cette dimension symbolique aussi, qui est intéressant à creuser sûrement sur la dimension de l'image et l'image du cœur de Jésus. Il y a quelque temps, je discutais avec le père Rupnik, que vous connaissez peut-être, qui fait beaucoup de mosaïques dans le monde entier, et qui me disait, en fait, je pense que sur le cœur de Jésus, on n'a pas encore été très loin dans l'imagerie du cœur de Jésus. Donc voilà, encore du travail à faire. Et en même temps, il n'y a pas besoin non plus de grandes choses pour être saisi. Je pense que j'arrive bientôt au bout de mes 10 minutes. Donc pour terminer, j'aimerais vous dire que de qui va-t-elle se laisser entourer? C'est d'abord de l'Esprit Saint. Je crois que Marguerite Marie, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Jésus qui va lui montrer que c'est lui le bon communicant, c'est lui qui va l'aider à remplir sa mission. Il est bien conscient de ses limites. Et Marguerite Marie, elle se laisse saisir par l'amour de Dieu. Alors, au milieu de tous les ateliers que vous aurez, voilà, dans le secret de votre cœur, moi, quand j'avais 15 ans, j'étais au dernier rang là-bas. J'ai entendu un prêtre qui m'a dit, qui disait ici que Jésus était passionné d'amour pour tous les hommes, même pour chacun d'entre vous. Un jour, dans la mission, il y a un homme qui était dans ce dialogue-là. Une femme lui disait, mais Jésus, le Sacré-Cœur, il aime tous les hommes, même vous. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire Sacré-Cœur, et quand on lui a dit ça, il dit, Jésus, il m'aime moi aussi. Ah bah, il a vraiment un Sacré-Cœur. Ah bah voilà. Et bien voilà, ce Sacré-Cœur, il est aussi pour vous, et j'espère que vous en ferez l'expérience aussi pendant ces jours ou de retour chez vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Père Guédas. Donc comme vous l'avez entendu, on retrouvera. Allô, vous m'entendez mieux? Oui, donc on retrouvera le Père Guédas cet après-midi à 15h pour notre temps spirituel. Et vous pourrez également le rencontrer ce soir ou rencontrer d'autres prêtres à 18h15. Je vais à présent passer la parole à Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de KTO, pour la table ronde sur le thème l'Église dans le monde, anticorps ou ferment. Bonjour à tous. Alors je commence par dire que nous sommes en retard et que nous allons continuer à l'être parce que nous avons la joie d'accueillir nos 3 intervenants qui sont venus pour nous ce matin et donc nous allons prendre le temps prévu qui rabotera un peu notre temps de café à suivre et ceux qui me connaissent savent que je souffre avec vous. Le thème qui a été retenu, l'Église dans le monde, anticorps ou ferment, m'a plongé un peu dans la perplexité. J'ai conscience d'avoir affaire à une assistance de professionnels de la communication. C'est un peu comme les premières au théâtre. Vous savez, ce n'est pas les publics les plus faciles. Du coup, j'ai bûché et je me suis dit, il ne faut pas que je me trompe sur les mots. Et arrivé au tiers de ma préparation, je me suis dit, finalement, ça va ressembler à quelque chose qui est à mi-chemin entre un cours de SVT et une expérience de physique-chimie. Et c'est vraiment, ça n'a jamais été mes matières fortes, donc j'étais assez ennuyée. Parce que si on réfléchit un peu l'anticorps, je prends la définition, substance défensive engendrée par l'organisme en présence d'un antigène dont elle neutralise l'effet toxique en l'éliminant. J'ai trouvé que ça faisait un champ lexical vachement négatif pour une présence catholique dans le monde quand même, donc j'étais un peu inquiète. Du coup, je me suis dit ferment. Ouais, ça va être mieux. Agent microbien produisant la fermentation, au sens littéraire, ce qui excite ou entretient une agitation ou une passion, exemple, un ferment de haine. C'est à peu près à cette heure-là que j'ai lâché le dico, parce que je ne voyais pas bien comment on pouvait se projeter. Est-ce qu'il faut plutôt aider le corps social à se défendre contre des agressions, contre des choses dangereuses? Ou est-ce qu'il faut plutôt contribuer à le nourrir en se dispersant? C'est un peu compliqué comme question parce que ça reviendrait à opposer quasiment la parabole du levain dans la pâte et puis le sel de la terre qui ne doit pas perdre sa saveur, sans quoi il ne sert plus à grand-chose.
Pour autant, on voit bien que cette tension, elle nous est familière, si on sort de la caricature que je viens de faire. Elle nous est familière, c'est quelle est notre posture, quel est notre rapport au monde, comment faire pour ne pas être sans arrêt en opposition et en même temps conserver la parole singulière qui non seulement est la nôtre, mais que nous sommes chargés de porter. Et c'est pourquoi c'est vraiment une chance que nous avons, je pense, de bénéficier ce matin de 3 regards croisés, de 3 expériences très singulières qui sont celles de nos invités. Et puisque, en bonne communication, l'organisation, la scénarisation ont leur importance et que nous avons eu cette expérience rare, je l'avoue, de pouvoir monter sur une scène devant un public en musique il y a quelques instants, je vous demande maintenant de continuer à vivre ces grandes ficelles de la communication en applaudissant nos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est sympa et en plus ça me confirme que vous êtes réveillés et donc ça c'est chouette. Merci à tous les 3 d'être venus. Tout le monde a lu avec attention le livret et le programme, donc la présentation est légèrement superfétatoire, mais je vais la faire quand même. Caroline Roux, merci Caroline d'être là, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita et coordinatrice des services d'écoute d'Alliance Vita qui rendent de précieux services précisément et qui te donnent aussi cette expérience à travers tout ce que tu entends et reçois. Joseph Touvenel, merci d'être là Joseph. Vice-président de la CFTC, président de l'Union départementale de Paris. Les 2 pieds bien ancrés dans notre réalité du quotidien. Et puis un observateur émérite engagé lui aussi, Samuel Lieven, directeur de la rédaction de Pèlerin, éminent confrère. Merci vraiment à tous les 3. Je ne vais pas vous demander est-ce que vous vous sentez plutôt anticorps ou ferment, parce que je ne suis pas très à l'aise avec cette question. En revanche, j'aimerais que chacun d'entre vous, pour initier le débat, nous dise quand est-ce que la dernière fois vous avez été soit soumis à cette tension de positionnement, de posture, de rapport au monde, soit où vous avez expérimenté le fait d'être plutôt dans un rôle d'anticorps ou plutôt dans un rôle de ferment. On va peut-être commencer, Caroline, avec toi. Donc nous, à Alliance Vita, on est sur des sujets qui sont extrêmement délicats. Hein. On est à 100% en accord avec l'anticorps de l'Église. Enfin, sur ces sujets, la belle expérience de l'Église, la belle réflexion de l'Église. Moi, je dois dire que je me sens toujours en tension. En permanence, en fait, entre les deux, entre l'annonce de la valeur importante de la protection de la vie et de la dignité humaine, et puis être fermement, consoler les personnes qui sont confrontées aux épreuves de la vie. Et donc, je suis en permanence. Et à Vita, quand on est sur un plateau de télévision, sur ces sujets délicats, que ce soit sur les questions autour de la PMA, autour de l'avortement, eh bien, il y a toujours cette tension jusqu'où on va, en fait, entre les deux. Comment je pose l'anticorps, hein, cette protection de la vie, et puis à travers toute l'expérience qu'on a de la souffrance, et donc qui est liée hein, aux atteintes à la vie. Et donc, il y a une espèce de fécondation de l'un envers l'autre. C'est-à-dire que je demande vraiment pardon aux scientifiques. Hein, ils vont souffrir beaucoup, parce que si on file la métaphore, ça va devenir vraiment n'importe quoi. Mais je comprends. C'est pas compréhensible. Ah oui. Non, mais la fermentation de l'anticorps la fécondation de l'anticorps par le ferment. Non, mais c'est qu'il y a une fécondité entre être sur le terrain, être des plus fragiles. Là, nous, en l'occurrence, toute l'écoute qu'on a autour de la fin de vie, avec notre service SOS fin de vie, SOS bébé, sur toutes les questions liées à la maternité. Et moi, c'est ce qui alimente qui a toujours alimenté en fait je ne sais pas si on peut dire des principes, mais cette valeur de la vie, cette protection de la vie. On comprend bien que cette écoute, elle nourrit aussi le désir de s'engager pour défendre un certain nombre de choses, pour rappeler un certain nombre de choses. Est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens, ou est-ce qu'il y a un danger quand on porte une parole forte, comme celle d'Alliance Vita, de finalement pas être forcément audible auprès de beaucoup, précisément parce que la parole est tranchée? Alors, il y a 2 dangers. D'abord, il y a le danger de l'idéologie.
qu'on devienne idéologique, la vie à tout prix. Et donc, justement, on a fait une université de la vie, donc il y a nos temps de formation sur la vie à quel prix. Donc, c'est pas la vie à tout prix, mais c'est... et donc, voilà, donc on est toujours sensible à pas aller trop loin et à être toujours, comment dire, ancré dans la réalité. Et au fond, l'antidote, je dirais, à l'inaudible, pour aujourd'hui, une société où le fossé se creuse de plus en plus entre ce que peut vivre un chrétien, ce à quoi un chrétien peut être fidèle, et puis ce qui se vit dans la société. Eh bien, l'antidote, c'est de revenir au réel. Et moi, c'est ce qui me donne la force, c'est parce que j'écoute des femmes qui sont confrontées à l'avortement, qui sont confrontées à l'infertilité. On a des personnes qui sont confrontées à cette tentation de l'euthanasie, et on voit toute la souffrance qu'il y a autour. Et c'est ça qui, aujourd'hui, c'est être en étant baigné dans ce contact avec la réalité, que ça ajuste notre ton, ça ajuste aussi notre attachement à des valeurs fondamentales, voilà, qui sont notamment la protection de la vie. Merci beaucoup, Caroline. Joseph, la dernière fois que tu as expérimenté cette tension ou cette interrogation sur la manière de t'engager? C'est tous les jours de toute façon, c'est tous les jours sur tous les sujets. Pour le syndicaliste, c'est comment je règle un problème qui est entre le désir d'augmentation de salaire, parce qu'aujourd'hui on négocie les salaires, voilà, c'était avant-hier une question qu'on m'a posée sur jusqu'où on va aller, et la protection du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les prix soient les plus bas possibles. Tension normale. Alors, est-ce qu'il faut être anticorps? Moi, je crois que absolument pas. Il faut être ferment d'abord, parce que la fermentation, c'est la naissance de quelque chose. D'abord la naissance, d'abord le positif. Et ce positif, cette vie, on doit la protéger. Ça veut dire que très clairement, pour le syndicaliste, d'abord le salaire avant d'aller voir les prix. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Il y avait un Italien, saint Thomas d'Aquin, XIVe siècle. Chacun doit pouvoir vivre dignement de son travail. Lui, sa famille est épargnée. Ben voilà, une fois qu'on a posé, ça veut dire qu'en termes de réflexion et de communication, il doit avoir quelques idées claires. Après, on sait que la vie est compliquée. Autour de ces idées claires, quand on s'adresse aux personnes, d'abord, le message, on va, selon son public, on va prendre tel et tel exemple, on va s'exprimer de telle et telle façon, ce qui est normal. Mais en même temps, on peut modérer. Une fois que j'ai dit le salaire, tout le monde doit pouvoir vivre dignement de son travail et faire vivre sa famille et épargner, je vais modérer mon propos dans une entreprise parce qu'on ne peut pas l'avoir du jour au lendemain. Ça, c'est normal. Donc, c'est la tension normale et naturelle. Mais surtout, il faut avoir des idées claires. Et puis, pour avoir des idées claires, il faut travailler un peu ces sujets. Alors, je suis sûr qu'il y en a dans cette salle qui travaillent un peu sur les problèmes sociaux. Et donc, vous avez tous le petit livre vert, Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et vous en faites tous la promotion. Comme ça, c'est très clair. Je vous dis sur les salaires, vous l'avez. Sur le repos dominical, vous l'avez. Et pour ce qui va se passer le 6 octobre, vous l'avez. Il est bien mis qu'un enfant doit avoir un père et une mère. Après, il peut y avoir des tensions sur les difficultés des uns des autres. Mais en termes de communication, déjà, vous avez la clarté, défendre le fait que chacun puisse avoir un père et une mère. Défendre le fait que chacun puisse bénéficier du repos dominical. Défendre le fait que chacun puisse avoir un travail décent. Et après, il peut y avoir des zones d'exception. Merci. J'entends ta détermination à ce qu'on soit fermant pour contribuer à faire naître, à faire vivre, à faire croître des choses. Se pose la question que, a priori, le ferment, on ne le sent pas quand on goûte le produit ou on ne le voit pas quand on l'observe. Et donc, ça pose la question de ce que... Alors, pardon, j'hésite à le citer devant Samuel parce que j'ai conscience que c'est presque grossier, mais de ce qu'un autre éminent confrère appelle le catholicisme attestataire. Autrement dit, toutes ces idées claires que tu viens de dire, faut-il par surcroît dire au nom de quoi? Au nom de qui? Tu les défends ou tu te bats? Tout dépend à qui on s'adresse. Il faut aussi que la personne soit en capacité de recevoir. Quand je m'adresse à des salariés, d'abord, je représente la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui est un mouvement laïque, qui n'est pas un mouvement d'église, mais qui s'inspire de la doctrine sociale de l'Église, article 1 de nos statuts. Quand je m'adresse à des salariés, j'arrive pas avec une croix, une bannière en disant « moi je suis catho, je suis chrétien ».
D'ailleurs, chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont agnostiques ou musulmans ou juifs, etc. Mais il faut déjà que l'action soit en cohérence avec le propos. C'est la première façon de le montrer. Et ensuite, la question peut se poser. Quand je défends le repos dominical, je défends la vie de famille, la vie associative, la vie personnelle, et j'ajoute la vie spirituelle. Et là, la question va se poser, on va creuser, on va avancer. Voilà. Enfin, à mon sens, ça doit se faire à peu près naturellement, sans vouloir choquer, sans vouloir dire « voilà ce que nous représentons avec la parole du Christ qui arrive ». D'abord, dans l'entreprise, on me dirait « c'est pas le lieu », et c'est vrai. Mais ça doit susciter des interrogations qui amènent à donner des réponses. Merci. Je vais lancer le même ballon à Samuel. Je profite juste de ce changement de micro pour vous dire à tous que la différence entre une table ronde et une plénière, c'est que la majeure partie du temps vous appartient. Donc, dans quelques instants, et n'hésitez pas à les préparer. Si vous avez des questions ou le souhait d'intervenir dans le débat, et même peut-être de pousser nos intervenants à réagir, n'hésitez pas. Donc, les 2 micros qui sont dans la salle vont circuler dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais qu'on puisse t'écouter, Samuel. À ton tour, anticorps, ferment, c'était quand la dernière fois ? Alors c'est vrai que j'ai réagi un peu comme toi quand j'ai vu les 2 mots et je me suis dit, entre être une cellule agressive et puis une bactérie sympa, c'est pas facile. Mais c'est vrai que cela dit, je me reconnais assez dans les propos que vous avez tenus l'un et l'autre. Quand on est journaliste, qui plus est journaliste dans un journal chrétien, ça se joue tous les jours aussi. C'est une tension qui se joue tous les jours. Il y a des moments où elle est un petit peu plus forte. Alors la dernière fois, elle est en kiosque ce jeudi. Oh, il est bon. Non, voilà. Vous pouvez l'applaudir parce que ça, c'est de la com. Voilà, alors la charge mentale d'un édito sur la PMA dans Pèlerin quand vous partez en week-end, les enfants la sentent pendant tout le week-end. Papa, tu parles pas beaucoup. Papa, tu joues toujours le même morceau de guitare. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et comment on la résout ? C'est là que il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Tu parlais effectivement du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Je dirais le journalisme, il se coltine le réel, dont tu parlais aussi, évidemment tous les jours. Et le réel, ce serait trop facile si on pouvait s'y aventurer avec un petit livre, quel qu'il soit d'ailleurs. Il y a des très bons petits livres, il y a celui-là, il y a les évangiles, qui donnaient tout de suite réponse à tout. Non, ce serait évidemment trop facile. Mais nos lecteurs qui sont, parce que c'est quand même en dernier recours, eux qui sont notre raison d'être, nos lecteurs, eux, vivent toutes ces situations. Ils les vivent directement, parce qu'ils sont confrontés en famille, à des réalités, à des scénarios qui ne sont jamais uniques, coulés dans le marbre, la famille classique, etc., etc. Aussi parce qu'ils sont confrontés de manière parfois plus ou moins hostile, ou parce qu'ils ont été touchés par des situations. Ils nous en font part par un courrier abondant. Et sur cette question de la PMA, par exemple, sur laquelle on a titré le grand vertige, c'est d'abord et avant tout le grand vertige de nos lecteurs qui s'inscrit dans le grand vertige d'une société dont on sent bien qu'elle ne veut pas forcément rééditer les heures qui ont été plus ou moins douloureusement vécues de 2013, mais qu'un malaise persiste. Et ce malaise qui persiste, on sent bien chez nos lecteurs qu'ils ont du mal à le verbaliser et qu'il y a des rendez-vous, quand on est abonné à un journal comme celui-là, où on aimerait bien que des mots soient posés sur ce malaise qui persiste. Mais que pour autant, ces mots ne soient pas dans une condamnation unilatérale qui ne nourrit pas l'intelligence, qui ne nourrit pas la compréhension. Et c'est là qu'on touche à l'intime de cette contradiction. Alors, oui, évidemment, un enfant, pour grandir, a besoin d'un père et d'une mère. Et là, il a fallu, bien sûr, reformuler
reformuler et ce qui est une évidence sur laquelle s'assied nos convictions, celles de la plupart de nos lecteurs, mais plus que jamais en tension avec une société qui semble partir complètement ailleurs. Et c'est là qu'on ouvre, une fois que le propos éditorial est tenu, que l'essentiel est reformulé, que ce malaise qui persiste est nommé. Ensuite, on ouvre sur une démarche qui est celle de l'enquête, parce que le journalisme permet ça avec tous ces outils, qui est celle de mettre vraiment à plat comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui est en cause, pour que ensuite on puisse donner des points de repère à nos lecteurs. Donc c'est vraiment à la fois questionner, enquêter, informer, servir l'intelligence et en même temps saisir les rendez-vous qui permettent de reposer certaines convictions, le faire sereinement, le faire clairement, mais toujours le faire de manière aussi à être audible, c'est-à-dire trouver ces mots qui permettent d'avoir à la fois une parole forte et en même temps d'être entendu. Alors c'est pas facile parce qu'évidemment on court le risque ou de saturer, et là on n'est plus entendu, d'être renvoyé à la caricature du journal Cato va en guerre, ou alors au contraire à la caricature inverse, qui dessert sans doute davantage encore, qui est, bah voilà, vous êtes mollasson, vous n'osez pas. Et on est sans arrêt renvoyé à cette contradiction. Pas facile à résoudre, mais un journal, c'est aussi une équipe, c'est aussi un collectif. Donc on en parle beaucoup entre nous. Bon, là, c'est un autre volet que je ne vais peut-être pas développer, mais on pourra peut-être le faire par la suite. Merci Samuel. On va essayer d'éviter le débat sur les lois actuellement en discussion parce qu'on ne va pas le traiter au fond là maintenant. En revanche, c'est vrai que typiquement par rapport au sujet qui nous occupe ce matin, ça nous met tous dans une situation où voilà, il y a une parole d'église, il y a une parole des catholiques qui sont engagés, il y a des débats aussi à l'intérieur de l'église. Bref, ça suscite de l'attention et des réactions. Ce que j'aimerais, c'est que sur cette question, soit du contexte particulier, mais soit plus généralement de comment est-ce que nous nous situons et comment se situer particulièrement comme communicants. Nous avons à la fois, vous avez comme communicants des choses, des faits, des propositions à communiquer. Derrière cela, il y a une parole sur la foi à porter dans notre société et nos invités l'ont bien exprimé, c'est souvent affaire de mesures comme les recettes de cuisine. Comment est-ce que ces questions se posent à vous et quelles sont celles que vous avez envie de poser à nos intervenants? Je me rapproche parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la lumière ne nous permet pas nécessairement de beaucoup voir. Alors vous savez que dans tout moment interactif, c'était vraiment ma feuille de route. Moi, je suis très transparente, je vous dis tout ce qu'on nous a dit. J'ai le droit de dépasser et il faut que ce soit interactif. J'ai retenu. Mais dans la feuille de route, il y avait vraiment ce désir que vous ne sortiez pas de là en vous disant « oui, mais quand ils ont dit ça, moi, j'aurais répondu que », mais que plutôt vous profitiez de ce moment pour le dire directement à nos intervenants et engager la conversation avec eux, de sorte que nous puissions réfléchir ensemble et nous enrichir des réflexions mutuelles. Alors la difficulté de cet exercice, c'est que dans toute assemblée, il faut un courageux premier. D'habitude, quand on est dans ma situation, on s'arrange pour en préparer un. Vous voyez, un copain à qui on dit, s'il te plaît, tu me laisses pas 5 minutes seul, ça va être extrêmement pénible, donc tu poses une question, tiens, je te la donne si tu veux. Et donc, j'avais commencé à faire ça avec Étienne et je me suis dit que vous alliez deviner le truc. Donc finalement, je m'en suis remis à la Providence. Il y a Vincent Némon qui a une question et il y en a une autre là-bas, ça démarre, mais de folie. Allez-y. C'est qui l'autre? Il a été payé plus cher que moi ou pas? Je suis désolée, je ne vois pas qui vous êtes, mais j'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui, il y a un micro qui circule. Bonjour à tous. Alors, je vais me lancer dans le grand pain. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors Louis-Benjamin Ponticelli du diocèse de Bordeaux, chargé de communication. La question, en fait, elle est à la fois complexe et à la fois simple, et dans le sens où moi-même je suis partagé sur, on va dire, ce qui nous tiraille et ce qui tiraille, on va dire, la société, que ce soit du contexte social, le contexte social ou le contexte, on va dire, sur les lois PMA et tout ça, avortement, euthanasie. Donc je suis partagé.
Et la question, du coup. L'un de vous, là, oui, tout à l'heure. L'un de vous a dit une famille, c'est un père et une mère. Bon, je suis papa récent, je suis un jeune papa. Je suis assez d'accord avec l'idée, mais on ne pourrait pas clore une fois le débat pour tout sur. On fait une étude, sincèrement, sur est-ce que les enfants qui sont de mères célibataires parce que le père s'est barré ou des choses comme ça. Je sais que c'est pas le sujet, mais en fait, c'est pour essayer de répondre sur la partie. En fait, ce que j'entends dans votre question, ou anti-date, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, mais merci. Ce que j'entends dans votre question, et on va encore une fois pas faire le débat au fond maintenant sur la question de la famille, de la bioéthique et des projets de loi en discussion. En revanche, ce que j'entends dans votre question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'objectiver ce que nous affirmons par des ressources scientifiques plutôt que de dire nous, c'est notre conviction, c'est notre vision de l'homme, ce qui est évidemment aujourd'hui plus difficile à porter. J'extrapole à partir de votre question, mais c'est un peu ce que j'entends dans l'idée du recours à telle ou telle étude, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres. Est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas adopter un peu systématiquement une démarche avec des faits scientifiques ou des éléments rationnels plutôt que d'être dans cet inconfort d'affirmer des convictions? Caroline? Alors d'abord, on est quand même dans un débat ubuesque. Il faut quand même se remettre. Je veux dire, non, mais en fait, mais c'est vrai sur beaucoup de choses dans notre société où tout est remis en cause. Alors c'est très intéressant. On doit se demander pourquoi on est une femme, si on est une femme, si on est un homme. On est repoussé dans notre retranchement. Et du coup, il y a quand même le bon sens. 2, les études. On peut toujours faire des études, mais il y en a qui existent. Mais je voulais reprendre ce qui a été dit avant. Il y a une forme de culpabilité qui est mise sur les chrétiens quand ils prennent position. Alors, quand c'était la question du mariage, donc on les a accusés d'homophobie. Est-ce que ça va ressortir? Alors que le mariage, ça me semblait assez évident aujourd'hui. C'était l'union entre un homme et une femme. Ça a été bousculé. Plein de gens sont allés dans la rue. Ils n'étaient pas forcément chrétiens, mais simplement, ça remettait tellement en cause beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas porter des fausses culpabilités. Et moi j'en porte personnellement. Quand je suis sur un plateau de télé sur l'avortement, je peux vous dire, j'y vais à reculons et je me dis, je suis la salope. Franchement, quelquefois, je me dis ça. Tellement on a de la culpabilité. Et moi, ce qui donne de la force, mais c'est la réalité, c'est d'être sur le terrain, de voir la souffrance de personnes qui sont confrontées à des fins de vie difficiles, la souffrance de personnes qui sont confrontées à l'infertilité. Et c'est en ce nom-là qu'on va parler. Et je pense que peut-être que l'Église, experte en humanité, a fait beaucoup d'aide, services de charité. Il y a peut-être certains sujets qui ont été un peu délaissés et qui demanderaient d'être repris. Si j'entends bien le point où tu nous invites, c'est qui était déjà celui de ton témoignage tout à l'heure et de celui de nos 2 autres invités également, c'est partir de l'expérience d'abord, la nôtre, oui, et celle de nos contemporains, de ceux avec qui nous vivons. Je vais donner un petit exemple. Nous, on a été auditionnés plein de fois, et moi, j'ai beaucoup réfléchi, et depuis le mariage, au père et aux mères, qu'est-ce qui se passe? Nous, dans notre service d'écoute, à SOS Bébé, on a des femmes qui se posent la question de poursuivre leur grossesse ou pas, parce qu'il n'y aura pas de papa. Ces femmes qui sont larguées par leurs petits copains, etc., nous disent, est-ce que ça ne serait pas égoïste de garder cet enfant qui ne connaîtra pas son papa? Et donc, moi, j'ai beaucoup témoigné là-dessus en disant, en fait, les Françaises ne sont pas prêtes à lâcher le père comme ça, même jusqu'à aller avorter parce qu'il n'y aura pas de papa. Donc, nous, on accompagne des femmes qui poursuivent leur grossesse ensuite. Alors, ça ne veut pas dire que cet enfant, il y aura bien sûr à la fois de la résilience, il sera aimé, mais ça sera toujours... Il y aura toujours, quand un parent est manquant, on sait toujours, et la société le reconnaît, il y a un problème, il y a des solidarités spécifiques, des aides financières, des accompagnements. Donc à la fois, il ne faut ni stigmatiser, ni favoriser les situations où les enfants n'auront pas de père. Et là, on a une parole, parce que ça, c'est une vraie parole. Nous, on l'a tirée de notre terrain,
qui vient nuancer, en fait. Voilà. Alors justement, ça nous amène aussi à ce que notre confrère Ostian nous disait hier, hein, qui est la difficulté dans la communication aujourd'hui au canal de la pensée complexe. Comment faire passer des choses nuancées, comment tenir ensemble plusieurs bouts d'une problématique et pas être uniquement dans le slogan ou uniquement le tweet, même si les tweets ont leur intérêt. Joseph avait envie de réagir. Mais je crois qu'il faut quand même être dans le slogan ou dans la chose claire. Après, on peut nuancer. Mais en tout cas, il faut que l'objectif soit clair. Il faut que les idées soient claires. Ça a été dit d'ailleurs en présentation dans les 10 minutes tout à l'heure. Hein. On nous a dit le terme de clarté. Et cette clarté, évidemment, comme toute clarté, elle doit être nuancée. Alors, on doit, pour la nuancer, s'appuyer sur des réalités. C'est la science. La science, c'est quoi? C'est juste comment expliquer une réalité. Alors, la science n'est pas toujours... Enfin, ce qu'on nous donne comme la science n'est pas toujours exact non plus. C'est aussi des textes. Pour prendre un exemple syndical sur les 35 heures, vous en pensez tout ce que vous voulez, mais il se raconte beaucoup de bêtises. Alors c'est quoi la science dans le domaine? C'est d'aller regarder la réalité. Je suis persuadé qu'il y a des gens ici qui pensent que les 35 heures pour la France, pour notre économie, c'est quand même un poids considérable par rapport à nos concurrents. Alors à cela, je me pose la même question que j'ai posée récemment à un député dans un débat. Est-ce que vous pouvez me donner le texte qui interdit à un chef d'entreprise de faire travailler ses salariés au-delà de 35 heures? Ben vous allez avoir du mal parce que ce texte n'existe pas. C'est-à-dire que la science, c'est revenir à la réalité. Sur le débat des 35 heures, en France, il n'y a pas de débat sur la durée du travail. On peut vous faire travailler 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. Il peut y avoir éventuellement un débat sur le coût du travail, quand je paye des heures supplémentaires au-delà de 35 heures. Et vous voyez comment il faut revenir à des choses simples, en posant la question simple quand il y a des affirmations, pour voir si c'est vrai, si c'est faux. Et après, on peut construire un raisonnement sur la durée du travail, sur tout ce que vous voulez. C'est là où il y a l'apport de la science. Mais la science ne répond pas à tout. Loin de là. Alors, je ne vais pas revenir au sujet famille, mais je pourrais employer le même mot, mais l'amour du travail. Qui scientifiquement peut mesurer ce que rapporte quelqu'un qui aime son travail? Impossible. Et pourtant, j'affirme que quand j'ai l'amour de mon travail, de ma tâche et du travail bien fait, je suis bien plus performant que quand je ne l'ai pas. Il faut aussi, et c'est là peut-être notre force, c'est de ramener sur un terrain qui est sortir du terrain matérialiste. Samuel. Oui, ben ça, c'est vraiment ce qu'on expérimente dans un journal. Encore une fois, c'est l'épreuve du réel. Donc, quand vous faites un papier qui est une enquête où vous allez d'abord récolter des faits, vous allez mettre l'accent sur ce qui, justement, est contradictoire et le réel est pétri de contradictions. Et donc, on a envie de dire, une fois qu'on a fait cette enquête, qu'on a récolté des témoignages qui vous montrent justement qu'après tout, bah oui, une famille avec deux mères ou avec deux pères, ça fonctionne. La preuve, monsieur ou mademoiselle ou madame en témoigne et ça se passe très bien. Bon, vous pouvez finalement récolter absolument tous les témoignages, les faits ou les situations qui vont vous montrer comment trancher. Mais cette enquête est nécessaire. C'est ce qui fonde, je dirais, la pertinence d'un propos. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale sur la base d'un boulot factuel qui est le mieux possible. Il y aura ensuite un propos. Et ce propos va prendre en charge les contradictions du réel pour quand même dégager une vision, une lecture plutôt cohérente. Et c'est là que les lecteurs, au fond, qui eux-mêmes ont des expériences très, très diverses de perception, d'expérience du réel, nous attendent. Je vous lis juste, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est la même source, hein, mais c'est notre courrier des lecteurs, pour que vous ayez un peu l'idée. Parce qu'encore une fois, ce n'est qu'au nom d'eux qu'on fait notre travail. Et regardez ce que vous avez sur ce sujet. Ces lois et ces débats autour des enfants à tout prix me scandalisent et surtout me rendent triste. Interroge-t-on ceux qui ont été conçus par PMA devenus adultes? C'est un peu votre question au fond. Quel est leur ressenti? Ne faudrait-il pas aussi faciliter l'adoption? Donc voilà, ça c'est
une réaction, une autre, complètement différente. Nous regrettons votre position tout en douceur et en tolérance sur la PMA pour toutes, c'était cet été. On avait fait une enquête, juste pour bien mettre à plat les faits, et c'est vrai qu'on n'était pas allé beaucoup plus loin. On avait simplement voulu, je dirais déjà, donner de quoi se comprendre. Eh bien, ça n'a pas été jugé suffisant. Il fallait aller plus loin. Il faut certes éviter les polémiques qui semblent d'ailleurs vouées à l'échec, mais est-ce que les chrétiens ne doivent pas fortement annoncer leurs valeurs, les défendre, les faire valoir? La PMA est un crime envers Dieu. Vous imaginez si on faisait la couve là-dessus. Envers la nature, envers l'humanité, envers tout ce en quoi nous croyons. La Bible commence par la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme à son image. C'est l'altérité, soyons courageux, n'ayons pas peur d'affirmer haut et fort ce qui est mauvais. Voilà une conviction présente chez le même lectorat, donc une attente forte du point de vue éditorial, au-delà de simplement rapporter des faits. Donc vous voyez, on répond, et je crois que la société dans son ensemble, elle se situe là-dessus, on répond à des attentes qui sont très très différentes, et d'autres courriers encore vont plutôt mettre l'accent sur la nécessité d'accueillir ces enfants. Et là, je rebondis sur ton propos. Effectivement, la notion d'amour, y compris dans ces familles qui semblent aujourd'hui se construire sur des bases complètement différentes de ce qu'on croyait éternel, entre guillemets. Beaucoup d'amour circule, se vit. Et il ne s'agit pas de dénier à ces personnes la capacité a priori à aimer, à accueillir, à éduquer, à transmettre. Qui sommes-nous pour, etc. Et c'est là que se joue toute la difficulté, effectivement. Et chacun peut avoir son positionnement. En tout cas, tes propos font réagir Caroline, et puis après, je redonne la parole. Je pense que la question autour de la PMA, d'abord, il y a une vraie question sur l'affadissement peut-être de la parole de l'Église. Je suis baptisée, je fais partie de cette Église, mais dire que les enfants seront aimés, pas aimés, je pense que la question, elle se situe pas là, mais sur le rapport de la procréation et la technique, en fait. C'est là que se jouent les choses. Quand on voit que sur la PMA, même déjà telle qu'elle existe, il y a vraiment une parole à donner. C'est difficile à vivre pour les couples. Il y a des embryons surnuméraires. La PMA avec tiers donneur pose des vraies questions. Elle est très minoritaire dans notre pays aujourd'hui. Voilà, ça, il faut le savoir, revenir aux sources. Qu'est-ce qui se passe? Et ne pas se projeter dans un débat qu'on nous impose, d'ailleurs, autour de est-ce qu'il faut que des personnes qui, en dehors de la vraisemblance biologique, puissent avoir des enfants parce qu'elles le veuillent. Nous, on en a. En fait, moi, j'ai accompagné des femmes seules, notamment, qui voulaient des enfants. Elles nous appelaient en disant « Mais comment, j'ai 40 ans, comment je peux avoir un enfant ?» Et nous, on dit à l'époque, pour le moment, la loi interdit la PMA quand on n'a pas des questions d'infertilité. Et j'ai vu combien on pouvait instaurer un dialogue qui pouvait les faire entrer dans d'autres fécondités que d'avoir des enfants, parce que, voilà, en les réinterrogeant sur pourquoi ce désir d'enfant, pourquoi elles le veulent sans homme, etc. Et souvent, les femmes m'ont dit, mais c'est la première fois que j'ai une vraie discussion sur ce sujet. C'est-à-dire que jusque-là, personne ne m'a dit oui, arrête de gamberger. Et du coup, je me dis, on peut rentrer. C'est là que la question de la technique et de la procréation pose une vraie question, parce que des personnes qui n'auraient jamais pensé avoir d'enfants il y a quelques années, aujourd'hui, ils pensent, puisque la technique est là. Et là, on n'arrête plus, il n'y a plus de limite, en fait. Et surtout, les personnes n'arrivent plus à faire le deuil de ne pas avoir d'enfants. À un moment, il faut faire le deuil, quand on est un peu trop âgé. Ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est aussi, après, encore une fois, il est légitime qu'il y ait différentes manières d'approcher ces questions, et on peut en débattre. Ce qui me frappe, c'est ce rappel important pour chacun aussi d'être informé avant de porter une parole, quelle que soit la sensibilité des uns ou des autres, en tout cas de s'assurer d'avoir les connaissances nécessaires sur les sujets eux-mêmes, et pas d'abord uniquement sur les opinions ou même les valeurs qui seraient en jeu autour de telle ou telle question. Vincent avait une question. Merci. Et puis il y en a d'autres qui lèvent la main. Vincent Némon, communication institutionnelle de l'Église. Caroline. Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis frappé par votre débat parce que, en fait, vous ne répondez pas à la question tellement vous êtes porteur et passionné par votre sujet.
Et c'est pas du tout un reproche, mais ça m'étonne pas. C'est-à-dire, le syndicaliste, il est syndicaliste. Caroline, elle défend la vie à tout prix. Et Samuel, c'est ses lecteurs qu'il adore, quoi. Mais, donc c'est super. Et Philippine, bravo, parce que tu arrives quand même à faire en sorte que ça soit intéressant. Mais non, mais c'est vrai. Mais moi, en plus, on vous aime tous. Donc voilà. Mais non, mais c'est parce qu'on est entre amis. Ma question, c'est la suivante. Vous représentez, mais c'est pour ça c'est intéressant, je n'ai pas dit ça par simple ironie, vous représentez une institution, chacun d'entre vous, une institution forte, ancienne, très ancienne parfois, avec une image importante dans la société, que ce soit la CFTC, Alliance Vita, Pèlerin, ce sont des institutions hein, au sens large du mot. Quand vous êtes sur un plateau, comme vous l'êtes là, vous allez parler du cœur de ce que vous défendez, de votre mission. Est-ce que, avant d'y arriver, ou pendant que vous y êtes, vous avez en tête l'image de l'institution que vous représentez? Et c'est une question que je pense qu'on se pose certains d'entre nous ici. Nous sommes porteurs et garants, d'une certaine manière, de l'image de notre association, de notre diocèse, de notre mouvement, de notre client. Et comment est-ce que vous intégrez, par-delà votre propre personne, le fait que vous portez une image et que votre interlocuteur, à travers vous, il voit Alliance Vita, il voit la CFTC, il voit Pèlerin, et comment vous êtes porteur de cette image qui vous dépasse finalement. Et donc, est-ce qu'il y a un travail concrètement? Est-ce que vous avez travaillé avec vos communicants, qui sont tous très bons, sur l'image de chacune de vos institutions? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe par-delà, je dirais bien encore une fois, les débats actuels qui sont d'une importance extrême, on est bien d'accord. C'est une question facile. Hein. Alors effectivement, nous sommes porteurs d'une image. Mais on est porteurs d'une image parce que nous sommes porteurs d'une histoire. Et donc déjà, il est bon de connaître cette histoire et de la faire partager. Si on veut comprendre ce que sont des chrétiens, il faut connaître un peu l'histoire de la chrétienté. Et si on le faisait un peu mieux et un peu plus, peut-être que la vision globale des mouvements chrétiens ou des chrétiens en général changerait. En tout cas, pour mon petit bout de lorgnette, l'histoire sociale de notre pays, qui est une histoire sociale et largement chrétienne, est totalement ignorée, sciemment ou pas sciemment. D'ailleurs, vous tapez Google, histoire sociale de la France, ça commence en 1791. Mais moi, je vous affirme que grâce aux chrétiens, depuis le Moyen-Âge, il y avait des corps de métier où quand on se blessait, on était pris en charge. On était soigné, si on se tuait, les veuves et les orphelins étaient pris en charge. Je vous affirme que quand certains métiers travaillaient le dimanche au Moyen-Âge, quand ils en avaient l'autorisation, les bénéfices qu'ils faisaient devaient être reversés obligatoirement aux pauvres. Qui connaît cette histoire sociale de notre pays? Eh bien, l'image que j'essaye de transmettre, c'est celle-là. Parce que nous ne sommes pas qu'une image, on transmet quelque chose, on l'a reçu, et à nous de le passer. Mais c'est très important dans la communication, justement, de pouvoir se référer à ce qui s'est passé, comment on en arrive là, pourquoi on a ces positions-là. Ce n'est pas par méchanceté sur la PMA. Et sur le mot d'amour, il faut aussi expliquer ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est pas baver comme un chien, on va être heureux. L'amour, c'est souvent se sacrifier. C'est une responsabilité. Est-ce que quand on en parle, quand je parle du travail bien fait, l'amour du travail, c'est un effort supplémentaire, bien souvent. C'est pareil pour les familles. Hein. Qu'on me dise, j'ai envie d'avoir des enfants, et d'ailleurs, je les aimerais. Ouais, ça me paraît un minimum quand même. Bon, sinon, il ne faut déjà même pas en parler, mais il faut expliquer ce qu'est l'amour. L'amour, c'est savoir souvent renoncer. D'ailleurs, il me semble que celui qu'on essaye d'imiter dans les pas duquel nous sommes, il a renoncé à la vie par amour pour nous. Alors, je me dis, le chrétien, il n'est pas là pour être applaudi. Il n'est pas là pour être applaudi. Ça, il faut. Ça fait du bien quand on l'est, mais bon.
tout ça pour dire, moi je vois pas Alliance Vita comme une institution. En tout cas, c'est sur la cause sur laquelle on travaille. On n'a pas des clients en fait, on n'a pas des clients, mais notre souhait c'est de pouvoir toucher ceux qui souffrent des atteintes à la vie, de toutes ces tentations, qui sont paumés. On le voit beaucoup dans nos services d'écoute, et pour qu'on puisse les consoler, les aider, qu'ils puissent faire leur chemin, parce que nous, on constate évidemment que chacun a la vérité au fond de lui, a un désir profond d'accueillir la vie. Donc voilà, c'est faire émerger ce désir profond. Donc ça, dans notre communication, en tout cas, c'est dire que évidemment on est ouvert à toutes ces souffrances, et puis faire entendre les injustices sur ces sujets. Et donc il y a une double part de pouvoir avoir des arguments, mais très souvent j'ai un haut responsable de l'Église qui m'a appelé et qui m'a dit vous pensez que ça va être entendu des arguments rationnels sur les questions de bioéthique? Je dis, vous pouvez toujours avoir des arguments rationnels, mais en fait face à l'idéologie c'est pas simple, hein, même par la raison. Donc il faut tenter de toucher les cœurs, et puis quitte à un moment à être des martyrs, hein, mais c'est pas pour autant que notre message sera pas entendu. Et je lisais l'évangile du jour là où c'est Hérode. Hérode, il admirait Jean-Baptiste. Il était très séduit par ce que disait Jean-Baptiste. En même temps, comme Jean-Baptiste allait contre sa manière de vivre, il a quand même décapité. Hein. Donc il faut être aussi prêt à être décapité. Mais on peut être prêt à être décapité que si on croit en ce qu'on annonce et si on le vit, en fait. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. On crucifié ou décapité, je risque de vous décevoir en fermant le propos. Alors c'est vrai, Vincent, en même temps, avec les mots d'anticorps et de ferment, tu nous as mis en même temps sur une voie qui fait que peut-être après on t'a déçu, hein, c'est possible aussi. Mais... Non, alors c'est vrai, du coup, s'il faut maintenant parler de l'institution qu'on représente les uns et les autres, bon, la mienne, elle plonge. Oh, si on pourrait dire ça après, mais vraiment très lointainement, ses racines dans le Moyen-Âge, même encore au-delà. Mais Pellerin, au fond, sa vocation, c'est quoi? Je peux vous faire la petite histoire, mais l'année de la fondation, 1873, on est vraiment dans ce moment historique particulier où des pèlerins, beaucoup de pèlerins se mettent sur la route des grands sanctuaires, qui sont d'ailleurs grands de toute fraîche date, Lourdes, la Salette, et aidés en ça par la révolution industrielle, les chemins de fer. Et donc c'est ces grands mouvements de balanciers, de population qui se déplacent au fond. C'était plus arrivé depuis le néolithique pour... on était très sédentarisés à l'époque, on ne voyageait pas comme aujourd'hui, et tous ces gens faisaient le voyage, qui plus est le voyage spirituel, le pèlerinage, le voyage de leur vie. Et Pellerin, au fond, ceux qui l'ont fondé à l'époque, c'était un petit peu les geeks de leur époque qui ont perçu dans la presse à grand tirage un peu l'Internet de l'époque, la technologie la plus avancée leur permettant de faire en sorte que ces gens restent liés entre eux, reliés entre eux. Je dirais donc s'il y a vraiment un terme qui caractérise l'entreprise éditoriale mais humaine de Pellerin, c'est ça, c'est rester en lien. Alors après, ça a donné quoi au cours de l'histoire? Fin 19e, on est dans ce qu'on a appelé un peu cette guerre des deux France, au fond, celle qui croyait au ciel, celle qui n'y croyait pas, si on schématise. Et donc là, il s'agissait de rassembler tous ceux qui y croyaient dans une posture plutôt combattante, pas vraiment défensive, parce que le catholicisme est quand même extrêmement... imprègne la société française à ce moment-là, numériquement comme qualitativement. Et puis, ça va se détendre au cours du XXe siècle, et Pellerin va incarner davantage ce catholicisme Vatican II. Au fond, c'est le ferment qui fait croître la foi dans les foyers. Donc là, il est plus ferment. Et aujourd'hui, de par son implantation dans toutes les régions, son lectorat encore assez large, il garde quelque chose de très populaire, de très chaleureux, et en même temps, il y a ces rendez-vous qui font que le catholicisme, la foi chrétienne étant elle-même moins une évidence, c'est le moins qu'on puisse dire, même si encore beaucoup de Français, plus de la moitié, se
se déclarent chrétiens ou catholiques, et ben, on va garder cette idée de lien. Je vous ai lu quelques courriers de lecteurs. Vous voyez qu'au niveau des sensibilités, on part parfois de perceptions différentes, voire opposées. Mais il y a quand même cette idée de réunir autour d'un certain bon sens chrétien dont on fait le pari qu'il reste encore très, même s'il n'est pas forcément verbalisé, mais très diffus et vécu dans la société. Et c'est là qu'aujourd'hui, on peut continuer de nourrir un propos, une présence, et qu'on essaie de rester fidèle à ce mouvement de départ qui est encore une fois de rassembler tous ces chrétiens qui se mettent en mouvement. Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément par des pèlerinages, mais c'est encore une fois par tous les types d'engagement dans la société, au quotidien, dans le milieu associatif, dans les paroisses. Et oui, tu voulais me... T'arrêter, oui. Non, merci. Voilà, donc en tout cas, pas de crucifixion, tous les jours en tout cas. Pas non plus de décapitation, mais de temps en temps... Donc pas de vocation la martyre. Nécessité, c'est vrai, d'être au rendez-vous, de monter au filet sur certaines questions, mais toujours accompagné et le plus possible rassemblé autour d'un bon sens qui est quand même assez solidement et durablement ancré. Merci Samuel. Je plaisante, mais comme il y a plusieurs mains qui se lèvent, l'idée c'est peut-être qu'on fasse des réponses un petit peu plus concentrées, de sorte à pouvoir établir vraiment un échange. Je retiens en tout cas cette expression que je trouve jolie, qui aurait pu être un autre titre de notre table ronde, c'est la fidélité dans le mouvement. Et donc c'est toujours un peu aussi une autre tension. Alors il y avait des mains levées par là, mais il y en a une levée depuis très longtemps là-bas. J'ai même surtout réussi à récupérer un micro. Bonjour, Honorine Grasset des Foyers de Charité. D'abord une remarque, puisqu'avant d'être membre de Foyer, j'ai été un tout petit peu journaliste. Et je fais l'expérience aussi, même en école de journalisme, que je reprends ce que disait Samuel. Rien que le simple fait, sur n'importe quel sujet, de faire son travail de journaliste en essayant de collecter les faits sans être tout de suite dans une posture idéologique, c'est pas nouveau d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps que c'est une tension et que c'est pas si simple, y compris quand on était des jeunes étudiants, on voyait qu'il y avait directement un biais sur ce qui était de l'ordre du progrès, de ce qui était dans l'évolution normale de la société, par exemple. Mais ça, c'était la parenthèse. Ma question, elle est hyper simple et je pensais à ce vers quoi nous entraîne le pape François, en tout cas ce à quoi je suis très sensible ces dernières années. Dans ce que vous êtes en train de dire et dans cette tension ferment anticorps, est-ce qu'on n'expérimente pas cette tension, d'ailleurs c'est l'évangile aussi d'aujourd'hui, entre cette parole qu'on essaye de transmettre du magistère, voilà, et qui peut sembler parfois très agressive, en surplomb, qui n'est pas très accueillie, et en même temps, chacun d'entre nous, dans cet accompagnement des réalités, des personnes qu'on rencontre, de nos histoires aussi, cette invitation à toujours être proche de celui qui est à côté de nous et par cela même avancer avec, cheminer avec et pas être dans une parole de condamnation ou de jugement, puisqu'en fait on fait tous partie de cette humanité. Donc est-ce que cette tension-là, en fait, elle ne nous traverse pas tous, une sorte de décalage entre la parole institutionnelle et l'accompagnement au quotidien? Merci. Caroline. Peut-être que ça révèle cette ligne de crête, en tout cas nous on a beaucoup travaillé dessus, entre la ligne de crête entre vérité et charité. Comment annoncer la vérité avec charité et comment cette vérité irrigue la charité. En fait, moi j'ai été toujours extrêmement frappée. Finalement, moi je croyais à la parole de l'Église, mais c'est en étant confrontée aux souffrances des personnes
que j'ai découvert combien la parole de l'Église, c'était pas un magistère, etc., mais c'était une révélation parce qu'elle connaissait l'homme vraiment en profondeur. Et c'est en étant fermement que ça a fait grandir l'anticorps, on peut dire, mais en l'abordant avec avec à la fois nuance, mais surtout confronté à la réalité. Et puis il y a une autre chose que je voulais dire et dont je me souviens plus, donc tant pis, ça reviendra. Sur la parole, par exemple, qui est donnée par le pape François, et puis ensuite ce qui peut se passer dans nos paroisses, dans nos familles, etc. La première des choses, c'est qu'on connaisse réellement ce qui est dit. Moi, je suis frappé, par exemple, sur les débats sur l'immigration, sur ce que dit le pape François. Chacun en prend son petit truc et en fait ce qu'il veut. Alors que sa parole est d'une extrême à la fois logique et complète. Que dit le pape François sur le premier droit d'un immigré? Celui de ne pas immigrer. Osons affirmer que le premier droit des personnes, c'est s'ils le souhaitent, mais pas s'ils veulent faire autre chose, de mettre en place et de travailler pour qu'ils aient toutes les conditions pour vivre et travailler au pays. Acte 1. Ça s'adresse au gouvernement de ces pays, ça s'adresse à nos multinationales, ça s'adresse à nos gouvernants. Posons cela. Et ce qui pose aussi, ce qu'a toujours posé l'Église derrière, c'est l'accueil des plus pauvres. C'est celui qui souffre, on ne lui ferme pas la porte. Mais tout ça est parfaitement logique, il n'y a pas de différence entre la parole du haut et ce qu'on peut faire. Alors la difficulté, c'est que ceux qui prennent le métro comme je le prends, l'accueil du plus pauvre, on ne peut pas donner à tous ceux qui viennent nous solliciter. Et d'ailleurs, ceux qui nous sollicitent, j'ai 10 ans d'accueil de rue derrière moi, donc j'ai une petite expérience. Dans ceux qui sollicitent, il y a les vrais pauvres et il y a les faux pauvres. Il faut aussi le mettre sur la table, ça. Et il faut savoir aider les vrais pauvres, c'est une nécessité. En se posant des vraies questions, on n'a pas les réponses les plus faciles. La question qui est, est-ce qu'on peut encore faire venir des populations déshéritées chez nous, dans la mesure où aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de personnes qui s'entassent dans la rue dans des conditions abominables? Il faut aussi poser cette question-là et résoudre ce problème. Parce que les choses ne sont pas simples, c'est la tension dont il était question entre ce que nous voudrions, ce que nous souhaitons, entre ce qu'il faut porter et une réalité qui n'est pas simple. Mais ça, il faut le mettre sur la table. Il faut mettre l'ensemble de la problématique sur la table. C'est-à-dire juste quelque chose qui s'appelle le devoir de vérité. Merci à tous les deux. Une question ici. Bonjour, Mathilde Henry de bonnenouvelle.fr, agence web. J'ai une question pour enchérir ce que disait Vincent. Pourquoi nous, catholiques, nous n'avons pas fait l'effort sur la PMA, mais aussi plus généralement le sujet de bioéthique, de nous décentrer et de rejoindre une attente et, je pense, grande angoisse existentielle qui monte de nos contemporains, qui est la crise écologique. Et tout simplement, par exemple, la PMA pour toutes, en gros, c'est la fin du bébé bio naturellement conçu et gratuit. Et ça, je pense que c'est basique et ça nous permettrait de sortir de l'anticorps attaché au conservatisme social, à la morale, et ce serait plus positif, quoi. Et ça, Caroline me connaît depuis longtemps et je trouve que ça fait des années qu'on pourrait développer ça et je trouve aussi que l'Église est souvent vue comme une institution en retard. Et sur le sujet de l'écologie, il y a des choses qui naissent, mais c'est vraiment au ferment. Et il serait temps de passer déjà à la récolte, quoi. Merci Mathilde. Alors, le micro rejoint les mains qui se lèvent. Merci beaucoup à celles qui courent très vite dans les allées. Voilà. Bonjour, Armelle Milsan de l'œuvre d'Orient. Moi, j'avais une question à Joseph Touvenel. Vous avez parlé à plusieurs moments, en fait, vous vous appuyez toujours sur la doctrine de l'Église ou sur ce que peut dire le pape François. À quel moment, parce que ce sont des questions qu'on peut se poser dans notre travail, mais aussi même dans notre vie personnelle, à quel moment
on avance ces idées en notre nom, au nom de notre institution, au nom de notre personne, ou à quel moment on s'appuie sur l'Église et on met en avant que c'est le message de l'Église et qu'on agit au nom de notre foi. Parce que dans CFTC, il y a le mot chrétien, donc finalement les gens savent que vous agissez en tant que chrétien. À quel moment, comment est-ce que vous discernez ? Oui, on va laisser Joseph répondre. L'écologie, enfin, on pourra continuer tout à l'heure, mais j'ai entendu plutôt ça comme une suggestion, et donc peut-être c'est un truc sur lequel on peut tous réfléchir. Alors, il n'y a pas de moment évidemment précis. D'abord, j'ai bien dit que la CFTC était laïque depuis un siècle, d'ailleurs depuis sa création en 1919, malgré ce qui se raconte, ce que je vois sur Internet, etc. Ça a été tranché au premier congrès, qui a dit « Nous sommes laïques, mais nous nous inspirons » à l'époque de l'encyclique Rerum Novarum, et puis après-guerre, on a changé les statuts, parce qu'il y a d'autres encycliques, et c'est toujours les statuts actuels, nous nous inspirons de la morale sociale chrétienne. Ce qui permet d'avancer dans un monde qui est hyper matérialiste, en disant, il y a une autre dimension, y compris dans le monde du travail, que la dimension matérielle, et si on ne prend en compte que la dimension matérielle, on va dans le mur. Voilà comment on l'ouvre, la petite voie. Et ensuite, quand on travaille sur les différents sujets, je trouve que, je reviens à mon petit livre vert, il n'y a pas toutes les réponses, hein, page A, page 2, mais on prend un sujet, on regarde, et comme dedans, il y a à peu près une expérience de plus de 2000 ans, ça nous apporte toujours des choses intéressantes. Et en travaillant sur ces sujets de cette façon-là, en remettant le spirituel avec le matériel, hein, j'ai parlé des salaires, c'est tout à fait matériel, mais c'est insuffisant. Il n'y a pas que ça dans le travail. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on peut le faire. On le fait plus ou moins bien. Hein. Chez nous, il y a des gens très bien, des gens beaucoup moins bien. Ça, c'est la patte humaine, mais j'ai cru remarquer que dans l'Église, c'était pareil. Donc, comment le faire avancer? Et puis en témoignant par des actes. C'est peut-être ça. Le discours doit s'accompagner par des actes, par des façons de faire. C'est l'attention à l'autre. Et quel que soit... les condamnations qu'on peut faire, les rejets qu'on peut faire. Quand un syndicaliste reçoit un voleur, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il a volé son entreprise. Ben, acte 1, on lui dit que c'est pas bien. Et tous, dans tous les syndicats, on ne le fait pas. On lui dit que c'est pas bien parce que notre petite porte d'entrée, c'est là de dire oui, il y a le bien et il y a le mal. Et même si quelquefois, alors là je prends un exemple un peu caricatural, mais dire on ne le fait pas. Et après, on accompagne la personne. C'est comme ça et c'est comme ça que les gens peuvent comprendre. Alors, ça attire beaucoup de monde. Hein. Moi, je suis très fier en Île-de-France maintenant d'être la première organisation syndicale dans les écoles, les Aratora, les écoles juives. Comme on a des syndicats où majoritairement, ce sont des musulmans. Dans le nettoyage, par exemple. Il y a quelques années, curieusement, c'était les Portugais. Ben, aujourd'hui, vous voyez, mais notre petite musique, il n'y a donc pas un moment où on va la faire entendre comme ça. Encore faut-il en être convaincu et la porter. Puis ça se fait quasiment naturellement. Merci. On va laisser Caroline réagir sur cette invitation, cette interrogation pour nous tous, à savoir comment est-ce que dans les préoccupations majeures aujourd'hui sur l'avenir de la maison commune, il n'y a pas aussi des réflexions sur lesquelles on pourrait continuer le travail déjà entrepris par l'Église, par le pape François et par bien d'autres. Est-ce qu'il y a là un lieu d'engagement particulier, spécifique, prioritaire, mais tout en écoutant avec beaucoup d'attention, évidemment, ce que Caroline va nous dire. Je vous informe qu'il ne nous reste que quelques minutes. Et donc, la question que vous vouliez absolument poser, dont vous allez nous dire dans 5 minutes dans l'escalier, moi, je voulais vraiment leur demander ça, c'est maintenant. D'accord ? Caroline. Sur la question de l'écologie, c'est totalement, cohérent. Nous, on a travaillé sur l'écologie humaine, comment on ne comprend pas, comme dans la Haute aussi, que tout est lié. Et ça, c'est peut-être les nouvelles générations sont en capacité d'en témoigner aujourd'hui.
quand on voit un rejet de certaines femmes d'utiliser des méthodes de contraception, où il y a beaucoup d'hormones, de prendre des médicaments et tout ça, là, elle commence à être cohérente avec elle-même, en fait, et à intégrer tout ça. Donc, je pense que d'abord, il y a beaucoup d'idéologie derrière l'écologie. Donc, une fois que l'écologie est sortie un peu de l'idéologie, là, elle peut accueillir une cohérence. Donc, en tout cas, nous, c'est bien sûr, on se sert de ces arguments. Mais c'est pas parce qu'on s'en sert que ça va forcément porter, si la personne est fermée en face. Mais Donc, ça peut rejoindre des personnes qui ne personnes, participent pas à des exactement. préoccupations Voilà. spirituelles qui sont les nôtres, mais peuvent Exactement. rejoindre cette préoccupation. Samuel, tu voulais réagir aussi? Oui, alors justement aussi comment on essaie de traduire ça concrètement dans un propos éditorial. Le pape François, il a donc ce discours Laudato Si, fondateur, tout est lié, etc. On ne va pas le faire ici. Et il a aussi un autre discours sur comment transformer le monde de manière concrète, de manière accessible, de manière qui ne semble pas héroïque ou intimidante. Il avait notamment tenu ce propos au début de son pontificat, comme quoi tout était bien. C'était à Assise. Il disait que au fond, le saint, c'était pas cet athlète voilà, dont la performance est inimitable. C'est celui qui va transformer un petit peu de son quotidien et s'y tenir jour après jour. Et pour la mise en œuvre, je dirais, du programme, du nom de code Laudato Si, ce que les gens attendent aussi beaucoup, parce qu'on a eu la chance de pouvoir l'année dernière faire un tour de France. On a rencontré à peu près 200 personnes, on a cumulé 1000 heures d'entretien complètement désintéressé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de papier à la clé ni rien, c'est juste pour comprendre quelles étaient les attentes, non pas seulement des lecteurs, mais de tout le monde aujourd'hui, toute génération, lieux de vie confondus, ville, petite ville, village. C'est l'attente, en plus d'être informé, d'avoir de temps en temps un propos qui réassure, qui conforte, c'est aussi une mise à l'action. C'est-à-dire comment moi je peux aujourd'hui agir voilà, localement, dans n'importe quel domaine. Et donc, il y a une attente, et ce qu'on a nous essayé de faire, je veux dire, mais je ne suis pas ici pour faire uniquement la pub de mon journal, je veux dire, aujourd'hui, c'est une réflexion éditoriale partagée. Comment proposer à nos lecteurs la possibilité d'agir? Alors, on le fait. On a une rubrique, par exemple, qui s'appelle Notre Terre à tous, qui est à travers quels petits gestes du quotidien je peux non seulement participer à l'amélioration, au respect de la planète, etc., mais pas simplement, je dirais, le côté pratique, technique, environnemental, mais quel sens je donne à ce geste et comment est-ce qu'il est lui aussi la mise en œuvre de ce que me raconte le pape dans Laudato Si. Et donc, c'est là qu'on essaie de tisser des passerelles entre le discours magistériel qui peut sembler voilà, tout contenir dans sa merveilleuse cohérence, et puis mon existence quotidienne. Ça passe par quel engagement, ça passe par quel geste simple, voilà, à visée écologique, environnementale, sociale, spirituelle. Ça inclut évidemment aussi, du coup, ces questions liées à la PMA, à la sexualité, mais une foultitude d'abord de petits gestes tout simples du quotidien. Et c'est là que nous, médias, on a un rôle à jouer, médias chrétiens notamment. Merci Samuel pour cet appel aux petits gestes qui transforment le monde et à la sainteté par les petits gestes. Les deux dernières questions, je demanderai à nos invités d'être très rapides dans les réponses. Jean-Marc Echen, évêque de Pamiers en Ariège. Je m'interroge sur la problématique telle qu'elle est posée. Anticorps, ferments, on pourrait dire pourquoi pas cellules souches. Est-ce qu'en posant le débat de cette manière, nous ne risquons pas de rester dans un positionnement en surplomb? Parce que quand nous employons ces mots-là, ça signifie quand même que nous ne sommes pas tout à fait à égalité avec les autres membres du corps social, que nous sommes un peu plus, un anticorps c'est un peu plus, un ferment aussi, ou un peu mieux. Donc, est-ce que, justement, un des défis que nous aurions à relever aujourd'hui, c'est de ne pas être une secte de muets, bien sûr, nous avons à prendre la parole, mais comme une parole parmi d'autres, dans le débat public, en utilisant le langage commun, vous l'avez exprimé plusieurs fois, qui est celui du réel, qui est celui de l'émotion aussi, parce que nous sommes dans un monde dans lequel ça compte, qui est celui de la rationalité,
Et là, nous sommes sur des outils communs de communication. Nous apportons notre contribution, mais en cessant d'être en situation de surplomb, plus ou moins consciemment. Merci pour cette alerte, Monseigneur. Je ne sais pas si l'un ou l'autre veut réagir. En tout cas, ça répondra à notre objectif affiché au départ, qui était de nourrir nos réflexions aux uns et aux autres. Il y avait une question ici. Voilà, Bruno Rastoin, Saint-Denis. Voilà, ça rebondit bien peut-être par rapport à ma question. Donc, je reviens sur la mission. Donc, moi, je suis délégué à la communication. Et en fin de compte, on a traité, on a abordé et échangé des sujets complexes. On voit bien, en Seine-Saint-Denis, il y a d'autres sujets qui sont spécifiques à notre diversité culturelle, la migration notamment. Et donc, j'ai une mission de l'évêque et la question, je crois qu'on est tous dans des organisations avec quelqu'un qui nous a missionnés. Est-ce qu'on est une chambre d'enregistrement de l'évêque? Quel est notre point de vue? Comment on va communiquer sur tel ou tel sujet complexe? Et je pense que là, c'est une question importante. On entend souvent en disant « mais moi, je ne peux pas faire grand-chose, finalement, on ne m'écoute pas ». Et quand on a cette mission, on est une église corps, je crois que c'est le thème. Donc on a un membre de ce corps et on doit pouvoir trouver des lieux d'échange. Alors il y a le conseil épiscopal, il y a différents conseils de l'évêque, et je pense que c'est très important. Il y a aussi bien sûr le terrain, et on a un temps important à passer pour qu'on puisse approfondir le sens. Donc c'est le terrain, le sens. C'est aussi le magistère, tous les textes qui existent. Le pape nous dit beaucoup de choses. Mais voilà, c'est le sens de notre mission. Je voudrais revenir parce qu'on est tous missionnés par soit un évêque, soit un directeur une association ou organisation. Et voilà, quelle est notre capacité de discernement et de conseiller tel ou tel. Alors, comme mon travail, c'est aussi de protéger un peu nos invités, je ne vais pas leur demander de répondre à quelle est votre capacité de discernement, parce que je pense que ce n'est pas bon pour la relation, en fait. Et je pense que j'entends bien la question, je la trouve intéressante, de savoir dans quelle mesure quelqu'un qui est missionné est en même temps un collaborateur et un vis-à-vis dans son expertise propre. Ça touche probablement pas seulement la communication, des économes pourraient aussi poser cette question et bien d'autres encore, et elle se pose ailleurs que dans l'Église. C'est certainement pour les communicants diocésains ou de mouvements et services une question à laquelle réfléchir. Elle dépend aussi des personnes et des lieux et de comment l'interaction fonctionne. Ce n'est pas d'abord la raison pour laquelle nous avons fait venir nos invités. Comme le temps passe et que j'entends l'appel du café qui résonne de plus en plus fort, je propose de demander à chacun de nos invités de nous dire vraiment en quelques instants, j'insiste, de nous dire très rapidement, puisqu'on va se séparer là-dessus et on pourra continuer au café ensuite, qu'est-ce qui vous semble plus important? Certes, vous avez des expertises propres, mais qu'est-ce qui vous semble plus important aujourd'hui pour un catho dans la société, dans sa manière d'être au monde? Si vous deviez le définir en 3 mots, quels sont ceux que vous choisiriez? Il ne s'agit pas de dire le tout de la chose, il s'agit de dire, pour moi, le plus important aujourd'hui, et peut-être votre réponse dans 3 mois sera autre, dans un autre contexte. Samuel. C'est vache parce que celui qui commence en plus, il ne peut pas dire moi aussi, donc c'est vraiment vache. Je peux dire moi aussi, oui, je rebondis, je rejoins tout à fait. Non, mais c'est pas simple, oui. Non, je pense qu'il y a, oui, ce qui revient le plus souvent, ce qui nous revient en pleine pêche, je dirais de 0 à je ne sais pas quel âge, c'est quand même le désir de cohérence. Le désir de cohérence et ce sentiment d'échec permanent, mais on essaie quand même de se relever le lendemain, voilà. Et c'est vraiment celui-là. J'en vois pas vraiment d'autres. Voilà, ce désir de cohérence. Voilà. Moi, je vais peut-être juste élargir sur la communication du catholique, parce que, puisqu'on est avec des communicants, me dire qu'à la fois, il faut être très professionnel aujourd'hui, parce qu'on attend beaucoup de nous, et donc il faut avoir aussi des codes voilà, que les personnes puissent comprendre, et en même temps, être prophétique.
C'est-à-dire être capable d'annoncer des choses aussi qui nous dépassent et donc de se laisser inspirer par l'Esprit Saint. On ne peut pas être que dans la... Bien sûr que la raison est importante, hein, mais avec le cœur tourné vers les souffrances du monde. Si on n'a pas ça, souvent notre parole elle va tomber à côté. Donc on a besoin de beaucoup de ferment dans notre société. Voilà. Merci Caroline. Ce qui m'est venu à la question, c'est exactement la même chose que Samuel. Pour un catholique, ce qui me paraît essentiel, pour nous-mêmes et pour l'image qu'on donne, c'est la cohérence. N'allez pas faire vos courses dans les grandes surfaces le dimanche. C'est juste être cohérent avec le repos dominical. Je rêve de voir les grands magazines catholiques, qui soient plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, etc., à la Pentecôte, faire une avec le pèlerinage plutôt tradit Paris-Chartres et le la fraternelle de l'Île-de-France, où la messe va être plutôt chanter, danser, machin, etc. Soyons cohérents, cessons aussi nos querelles de chapelle et on avancera plus vite et mieux. Merci Joseph. Oui, on peut les applaudir tous les trois. Hein. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous de votre participation. Nous repartons avec cette mission que le C de catholique dans nos organisations, quelles qu'elles soient, ne soit pas toujours le C de contre, qui soit évidemment pas celui de la compromission, qui soit pas celui de la couardise, mais autant que faire se peut, qu'il puisse être un canal de charité qui mène vers le Christ. Ce serait pas mal. Merci à tous.